En 1981, un autre marchand de vitesse se joint aux Expos, le voltigeur Tim Raines, champion frappeur au niveau 3. La recrue ne déçoit pas les partisans. Il réussit 27 vols de but consécutifs avant d'être retiré pour la première fois le 2 mai. Il brise le record d'équipe détenu par son prédécesseur LeFlore. Raines obtient son 50e larcin lors du 55e match de l'équipe et il est en voie de battre tous les records. La seule chose qui peut arrêter Raines est la grève déclenchée par les joueurs. Tim Raines était tellement dominant, je ne sais pas si c'était en 1980 ou en 81. Premier match de la saison, on est à Pittsburgh. Il obtient un but sur balle. Il vole le deuxième but, il vole le troisième but. Ensuite, un mauvais lancer, il marque. Rodney Scott était encore au bâton, c'était déjà 1-0 pour les Expos. Alors, c'était le genre de joueur qui était Tim Raines. Au bâton, Raines n'était pas vilain non plus. Le frappeur ambidextre termina son année recrue avec une moyenne de 304. Il remporta le championnat des frappeurs dans la nationale en 1986 avec une moyenne de 334. Il est également le meneur de tous les temps chez les Expos pour les points marqués, les simples, les triples, les buts sur balle et bien sûr les buts volés avec 635. Il est passé de premier frappeur à troisième frappeur, même quatrième frappeur dans l'histoire des Expos. C'était rendu le joueur clé de l'équipe jusqu'au moment où on l'a échangé aux White Sox de Chicago. Alors, quand on regarde la carrière de Tim Raines, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball majeur. Peut-être, après Ricky Henderson, le deuxième meilleur premier frappeur de l'histoire des Ligues majeures. Et on a été choyés de l'avoir à Montréal. Au début des années 80, les Expos avaient un excellent personnel de lanceurs partants et un nouveau s'est joint au groupe, Charlie Lee. Un grand droitier de 6 pieds 4 pouces, Lee remporta 16 victoires en 83 et il fut le lanceur partant pour la nationale lors du match des étoiles en 1984 à San Francisco. Malheureusement, sa carrière fut de courte durée en raison d'une blessure à l'épaule droite. Mais Charlie Lee, selon moi, dans la deuxième vague des joueurs, des lanceurs produits par les Expos, ça a été le meilleur et c'est un lanceur que j'ai toujours trouvé qu'il aurait pu faire de grandes choses, aurait pu facilement être un lanceur de 18-20 victoires pendant plusieurs années, n'eût été des blessures au milieu des années 80. Le 10 mai 1981, au Stade olympique, lors du deuxième match d'un programme double face aux Giants de San Francisco, Lee ajoutait son nom dans le livre des records de l'équipe aux côtés de Bill Stoneman. Et le lancer. Troisième prise! Et le lancer. Balle frappée vers le centre. Dawson est là. Il attend la balle, la cape. Et ça y est, tout le monde là, se rue au monticule pour souligner l'exploit de Charlie Lee, un match sans point d'éclosure. Un mois plus tard, le 11 juin, avec Steve Rogers au monticule, les Expos blanchissaient les Braves d'Atlanta 7-0 au Stade olympique. Les partisans ne reverraient l'équipe que 2 mois plus tard en raison d'une grève des joueurs. Le 8 septembre 1981, surprise, alors que les Expos congédient le gérant Dick Williams et le remplacent par Jim Fanning, qui n'a aucune expérience comme entraîneur-chef dans les majeurs. Les joueurs qui connaissaient Fanning depuis quelque temps, notamment Cromartie, puis quelques-uns de ces gars-là, les têtes des bons joueurs, eux autres trouvaient ça que c'était ridicule. Un bonhomme aux cheveux gris dans la fin de la cinquantaine, d'aller sur le terrain comme gérant, puis il n'a jamais géré d'un majeur, puis il a joué juste un petit peu d'un majeur, puis les autres trouvaient ça ridicule. On aura beau dire que Jim Fanning commettait des erreurs, mais il reste que c'était un gars enthousiaste. Et les joueurs ont peut-être pris les choses en main avec Fanning, mais il y a eu comme une chimie qui s'est créée, et puis ils ont fini par l'emporter dans la deuxième moitié. Le 2 octobre 1981, les Expos se présentaient au stade Shea à New York avec une priorité d'un demi-match au premier rang, avec 3 rencontres à jouer. Warren Cromartie,
procurait les devants aux Expos avec ce circuit en troisième manche. Au monticule, le vétéran Steve Rogers y allait d'une de ses meilleures performances en carrière. En 9 manches, Rogers concédait seulement 2 simples aux frappeurs des Mets tout en retirant 9 frappeurs sur des prises. Pendant ce temps, les Cards de Saint-Louis subissaient la défaite à Pittsburgh. Les Expos étaient donc à une victoire de remporter le championnat de la deuxième moitié de saison. Le lendemain en après-midi, les Expos avaient la chance de s'assurer du premier rang avec une victoire. Tirant de l'arrière 3-1 en 6e manche, le receveur Gary Carter redonnait espoir à l'équipe avec ce circuit au champ gauche. Une manche plus tard, la recrue Wallace Johnson jouait les héros. Balle frappée dans l'allée à droite et cette balle va tomber en lieu sûr pour aller à la clôture. 2 points vont marquer pendant que Johnson est en course vers le 3e. Et les Expos prennent les devants 4-3. Le meilleur match que j'ai vu dans l'histoire des Expos, c'était le samedi 3 octobre 1981. C'était en même temps un petit peu un cadeau de fête. Moi, j'ai vu ça comme un cadeau de fête parce que c'était le jour de mon 17e anniversaire de naissance, le 3 octobre 81. Et c'est lorsque les Expos ont finalement gagné un premier championnat en remportant le titre de deuxième moitié. C'était une victoire contre les Mets de New York. Les Mets n'étaient plus dans la course, mais les Expos devaient quand même gagner ce match-là. Voici le signal de Carter. Reardon est prêt. Le lancer, balle retroussée vers la gauche. Et il saisit la balle. Les Expos ont gagné le championnat de la deuxième saison et c'est l'euphorie sur le terrain. Tout le monde qui s'étreint là. Les gens qui étaient dans l'entour des releveurs, ça sent bien. On va faire sauter le bouchon de champagne dans quelques instants et félicitations à tout le monde. Pour la première fois de leur histoire, les partisans des Expos avaient la chance d'être témoins d'un match des séries d'après-saison. Selon la formule établie par le baseball majeur, les Expos devaient affronter les champions de la première moitié de saison dans l'Est, en l'occurrence les Phillies de Philadelphie. Il s'agissait d'une série 3-5. Steve Rogers était l'homme de confiance du gérant Jim Fanning pour cette première rencontre, et il n'a pas déçu. Avec l'aide de sa défensive, il limitait les Phillies à 1 point seulement en 8 manches et 2 tiers de travail. Face à l'excellent gaucher Steve Carlton, les Expos prenaient les devants grâce à ce double de Chris Spire. 2-1, Montréal. En fin de 9e, avec 2 coureurs sur les sentiers, le releveur Jeff Reardon obtenait le dernier retrait du match et les Expos l'emportaient 3-1 pour prendre les devants 1-0 dans cette série. Le lendemain, c'était au tour de Bill Gullickson de s'illustrer au monticule. À l'attaque, Gary Carter donnait une priorité de 3 points aux Expos avec ce circuit bon pour 2 points en fin de 3e manche. Pour une 2e rencontre de suite, Jeff Reardon obtenait le sauvetage et les Expos disposaient des Phillies 3-1 pour ainsi mener la série 2-0. La série se transportait donc au Veterans Stadium à Philadelphie et les Expos n'avaient besoin que d'une victoire pour accéder à la série de championnat. Mais les Phillies n'avaient pas dit leur dernier mot. Ce circuit de George Vukovich en fin de 10e forçait la présentation d'une 5e et décisive rencontre. Et là, on se disait, bon, ben là, dimanche, c'est le match décisif. Et c'est à nouveau un duel entre Steve Carlton et Steve Rogers. Et Rogers avait battu Carlton dans le premier match de la série. Donc, on croyait plus ou moins aux chances que Rogers soit en mesure de battre encore Carlton une 2e fois en 5 jours ou en 6 jours. Et cette fois au Veterans Stadium de Philadelphie.
Ce n'est pas uniquement au monticule que Rogers a eu le meilleur sur Carlton, mais également au bâton, produisant 2 points à l'aide de 2 coups sûrs. Rogers y allait d'une autre brillante performance, digne d'un partant numéro 1. En 9 manches de travail, il éparpillait 6 simples en route vers la victoire et un autre jeu blanc. Encore plus impressionnant, Rogers battait les Phillies pour une 4e fois en 5 départs. Les Expos remportaient cette série de division grâce à un gain de 3-0. Et c'était la fête sur le terrain à Philadelphie. Prochains adversaires, les Dodgers de Los Angeles.